Bonjour mes amis, suite à la dernière histoire, Wander 205, où on voit que les pilotes ont eu des problèmes avec le freinage, et en particulier la distribution des circuits hydrauliques et qui fait quoi, il faut savoir que c'est souvent assez compliqué, si on ne regarde pas dans la documentation d'un appareil, c'est assez compliqué de savoir qui fait quoi, hein, quelle partie de l'appareil est alimentée par quel circuit et à quel moment. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée le 14 septembre 2002. Il y avait un avion, un 747-300, donc c'était un 747, on va dire, d'ancienne génération, un classique. Le 747 avait décollé de Cuba et allait à Madrid. Durant la nuit, durant la longue traversée de l'Atlantique, les pilotes réalisent que le GT, l'indicateur EGT du réacteur numéro 3, avait des fluctuations bizarres. Le GT, c'est la température de sortie de tuyère. C'est une valeur très importante pour le réacteur, pour gérer le réacteur et savoir que tout va bien. Et cette valeur bougeait bizarrement, vers le haut, vers le bas, sans arrêt durant la traversée de l'Atlantique. Tout le reste des valeurs, par ailleurs, était normal. Les pilotes atterrissent à Madrid, ils expliquent cela au service de maintenance et ils partent. L'avion devait immédiatement redécoller pour Mexico, avec un autre équipage. L'autre équipage arrive, les techniciens leur disent on a pour 5 minutes, on va changer la sonde d'EGT sur le réacteur numéro 3. Cette histoire qui était censée durer 5 minutes va durer 5 heures. Pendant 5 heures, les passagers sont en salle d'embarquement ou en train de traîner dans le terminal et les pilotes voient le temps passer et ils attendent de pouvoir décoller pour Mexico. Rien qu'une situation pareille, rien qu'une attente comme celle-ci, ça met du stress sur tout le monde. Les techniciens finissent par régler le problème. À ce moment-là, les pilotes réalisent que il y a du carburant qui a coulé des ailes de l'avion. Il y avait un trop-plein de carburant qui a coulé sous le 747. Ils appellent les pompiers arrivent et le camion vient avec des gyrophares, tout gyrophare allumé, et il arrive et commence à arroser sous l'avion pour éviter au cas où ce carburant devait prendre feu. Les passagers qui sont dans la salle d'embarquement voient cela, voient la scène, voient des techniciens s'affairer pendant un long moment. Leur vol est de plus en plus en retard. Ils devaient partir à midi, là il est 17h et ils voient qu'on travaille toujours autour. Puis ils voient soudainement les pompiers arriver. C'est vrai que ceci va créer une certaine émotion parmi les passagers, d'autant plus que pour tuer l'ennui, un certain nombre de passagers avaient commencé à boire. Ils ont été au bar de l'aéroport, ils avaient reçu des vouchers, ils vont consommer des alcools de toutes sortes, dont certains ont consommé plus que de raison. À ce moment-là, les techniciens reviennent vers les pilotes et leur disent « C'est bon, on est prêt, vous pouvez partir ». Les passagers embarquent, tout le monde monte dans l'avion. À ce moment-là, les portes sont fermées et on réalise qu'encore une fois, du carburant a coulé. On rappelle les pompiers qui reviennent avec leur gyrophare. Là, il y a des passagers qui commencent à paniquer. Ils se lèvent dans l'allée centrale. Non, on veut pas prendre ce vol. C'est pas possible. Il y a un problème. Il y a une sorte de panique qui commence à régner au niveau des passagers. Et en fait, cette panique, et c'est peut-être aussi une leçon de cette histoire, c'est que la panique qui règne au niveau des passagers peut se transmettre à l'équipage, voire même au pilote parfois. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Les hôtesses de l'air font quoi? Elles vont prendre les meneurs, elles vont prendre les plus grandes gueules, elles vont prendre ceux qui semblent être à la source de l'agitation. Et elles leur disent, écoutez, on va vous faire un upgrade, on vous met dans des sièges de première classe, venez avec nous et comme ça tout va bien. Alors ces gens qui avaient peur que l'avion ne s'écrase, qui avaient peur pour leur vie, soudainement, une fois mis en siège de première classe, se calment, comme si la deuxième classe ou la classe économique et la première classe étaient dans des avions différents. En tout cas,
elles sont quelque part dans des univers différents. Les pilotes reçoivent l'autorisation pour le pushback. Il y a un petit camion qui arrive, s'accroche au train d'atterrissage avant et il pousse l'appareil. Donc l'appareil est poussé à 200 mètres du terminal, quelques dizaines de mètres du terminal. Il s'arrête. Le camion est déconnecté. Il reste juste un technicien qui a un casque et qui est branché donc sur un circuit interne et il parle au pilote. Donc ils s'entendent avec lui, ils lui disent écoute, on va démarrer les réacteurs dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Lui, écoutez, vous démarrez le numéro 1, je le regarde. Donc il regarde et eux, ils démarrent. Démarre le réacteur numéro 1. Il regarde, le réacteur démarre réglo, sans problème, il est stable, super. Ok, on y va pour le numéro 2. Il démarre le réacteur numéro 2. Le démarrage se fait sans le moindre problème. À ce moment-là, il démarre le 3. Le 3 démarre, mais le GT fluctue un peu. Ça veut dire qu'ils ont l'impression que ces 5 heures de maintenance n'ont peut-être rien réglé. Le GT commence à fluctuer. Ils en parlent au technicien qui est là avec son interphone. Il leur dit essayez de tirer le fusible de le GT et remettez-le. Tire le fusible, le remettre. Ça semble se stabiliser. Ok, on démarre le réacteur numéro 4. Il lance le démarrage du réacteur numéro 4. Et à cet instant, le GT du numéro 3 tombe à 0. Tac! Et l'instrument affiche un drapeau. Ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle un flag. C'est une sorte d'étiquette rouge qui sort sur un instrument pour indiquer que l'instrument ne fonctionne pas. Le mécanicien qui regardait le document de l'avion est un petit peu abattu parce que quand on regarde dans la liste des équipements avec lesquels on peut partir, même s'ils sont en panne, eh ben, un indicateur EGT qui ne marche pas, c'est un no-go. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune tolérance dessus. Ça veut dire que si l'indicateur EGT ne marche pas, comme dans ce cas, il a un flag, ça veut dire que on ne pourra pas partir. Aussi simple que cela. Donc, là, les pilotes qui avaient entamé le démarrage du réacteur numéro 4 vont annuler le démarrage. Donc, ils vont annuler le démarrage parce que ça ne sert à rien. Okay, donc ils annulent le démarrage du réacteur numéro 4. Il n'y a que les réacteurs 1, 2, 3 qui sont démarrés. Les services de maintenance arrivent à fond dans un 4x4. Le gars qui faisait le pushback est parti vers un autre avion. Là, la discussion avec le technicien, c'est écoute, on annule le vol et on revient au terminal. On n'a pas vraiment le choix. Là, ça commence à tourner mal. On revient vers le terminal. Ok. Il leur dit d'accord. Il débranche. Il leur dit revenez vers le terminal. Les pilotes lâchent les freins. L'avion commence doucement à bouger. Il commence doucement à bouger. Il avance doucement. Le commandant de bord regarde le système IRS qui lui indique la vitesse sol. La vitesse sol commence doucement à augmenter. 2, 3, 4 nœuds. Qu'est-ce qu'il fait avec les pieds? Commence doucement à freiner. Il freine pour éviter que l'avion ne prenne de la vitesse. L'avion est entraîné par ces 3 réacteurs. Le 4e est arrêté. Et à un moment donné, alors que au début l'avion répondait au coup de frein, là soudainement il répond plus. Soudainement, le pilote, le commandant de bord réalise qu'il est en train de pomper dans le vide. Ça ne ralentit pas. L'avion continue d'accélérer. Le copilote tente de freiner de son côté lui aussi. Rien. Il dit ça ne répond pas, ça ne répond pas. Et l'avion continue à prendre de la vitesse. Le commandant de bord tente de sortir les inverseurs de poussée, mais ils mettent du temps. Ils mettent du temps à venir en termes de puissance. Et là, il réalise qu'il va se prendre l'aérogare. Il réalise qu'il va se prendre le terminal. Et que s'il fait rien, dans quelques secondes, le nez de l'avion va traverser les baies vitrées du terminal et puis il va se retrouver à l'intérieur du terminal. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il a un choix cornélien. Soit j'attends quelques secondes et je finis dans le terminal à une vitesse très élevée, soit il y a l'allée, il y a ce jetway, cette suceuse
qui vient, une sorte de pont, de bridge, de air bridge qui vient vers les portes pour sortir les passagers. Et il se dit, je vire vers cette chose, je la prends. Au moins, elle va arrêter l'avion, même au prix de quelques dégâts, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que foncer tout droit et finir contre l'aérogare. Il braque, il a un petit volant à sa gauche, il braque, il part brutalement vers le jetway. Heureusement, miracle, le technicien qui avait fini de déplacer le jetway venait de quitter sa cabine. Les mécanos qui sont arrivés en 4x4 ont failli se faire avaler par le réacteur parce que ils s'approchent de l'avion puis soudainement ils le voient virer vers eux. Le pilote ne les voit pas. Donc ils ont dû courir pour éviter de se faire bouffer par le réacteur. Et en fait, l'avion se prend soudainement le jetway. Durant cette phase, quand le pilote avait dit on revient au terminal, les passagers qui étaient déjà chauffés à blanc, n'est-ce pas, ont commencé à se lever, commencé à se rebeller, dire mais ce n'est pas possible, du retard, des techniciens, des pompiers, on ne sait pas ce qui se passe, laissez-nous rentrer chez nous. Donc quand l'avion a commencé à bouger pour revenir vers le terminal, ils ont débranché leur ceinture et se sont levés. Quand l'avion s'est pris le jetway, ils sont tous couchés comme des dominos. Même des hôtesses de l'air ont été prises dans la marée humaine, sont tous tombés. Alors bon, il y a eu des bleus, tout ça, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. La cabine du gars qui gère le jetway, elle s'est inclinée puis elle est tombée au sol. Heureusement qu'il n'était pas dedans, il serait mort, certainement. Les techniciens ont évité de se faire avaler par le réacteur et l'avion s'est arrêté. Il a été déchiré sur le flanc gauche, à 2 ou 3 endroits. Il était bien écorché, mais l'avion était arrêté. Les pilotes ont arrêté les autres réacteurs, ont fait descendre les gens dans l'ordre, n'ont pas ordonné d'évacuation, ça n'avait pas de sens. Ils ont ordonné que les gens descendent par des escaliers et puis qu'ils rentrent chez eux. Il n'y aura pas de vol vers Mexico ce jour-là. Que s'est-il passé? Eh bien, ça fait partie des pièges de fonctionnement des avions. Il faut savoir que les avions, quand ils sont conçus, quand ils sont testés par les pilotes d'essai, quand ils sont certifiés, le fabricant et tous les techniciens qui évoluent autour vont imaginer des scénarios de fonctionnement normaux, vont aussi imaginer des situations anormales. Mais le problème, c'est que la vie, elle sort des fois des situations nouvelles auxquelles personne n'a pensé. Personne chez Boeing n'avait pensé à la situation où on démarre les réacteurs 1, 2, 3 et, attention, c'est pas qu'on démarre pas le 4, non. On commence à démarrer le 4. Et après, on annule le démarrage du 4 et après, on se met à rouler. C'est une situation qui n'a jamais été envisagée. Et même dans l'histoire du 747 jusqu'à ce jour-là, c'est une situation qui n'est jamais survenue dans la tête de personne. Que se passe-t-il? Le 747 classique, les freins sont alimentés par le réacteur numéro 4 et par des pompes électriques alimentant le circuit numéro 4. Les pilotes peuvent changer s'ils veulent, mais en temps normal, c'est le circuit numéro 4 qui alimente les 16 roues qui vont freiner. Alors attention, l'avion, quand le réacteur numéro 4 est arrêté, le circuit numéro 4 est pressurisé par des pompes électriques. Donc il y a 3000 PSI, 207 bars, ça permet de freiner normalement comme ils ont pu freiner, sans problème. Mais il y a quelque chose qui va survenir lors du démarrage du réacteur numéro 4. Quand le démarrage du réacteur numéro 4 est lancé, dès que les turbines et les compresseurs commencent à accélérer, il y a ce qu'on appelle le CSD, Constant Speed Drive. C'est un système mécanique à baryler avec de l'huile. C'est une merveille d'ingénierie. Je vous raconterai comment il marche à l'occasion. Imaginez un système où on fait tourner un axe d'un côté. De l'autre côté, il y a un axe qui tourne à vitesse constante. Même si la vitesse d'entrée change. C'est un système extraordinaire. On peut changer autant qu'on veut la rotation à l'entrée sur un range très élevé, sur un intervalle très élevé. Et en sortie, on a une vitesse de rotation constante. Et ça, 100% mécanique. Ce qu'on appelle un CSD.
dès que le CSD commence à tourner et entraîner la pompe hydraulique du réacteur numéro 4, ou du circuit hydraulique numéro 4, que se passe-t-il? Automatiquement, la pompe électrique est désactivée. Donc, durant le démarrage, dès que le CSD commence à tourner, tac, le bouton de la pompe électrique du circuit hydraulique numéro 4 passe de on à off, tac, tout seul. Ceci permet de la transition de manière douce, de manière progressive entre les pompes électriques et les pompes entraînées par le réacteur ou par le CSD. Mais attention, si on annule le démarrage du réacteur, les pompes électriques ne vont pas revenir. Donc le système marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Si, quand le pilote va annuler la séquence de démarrage, c'est trop tard. Le bouton est déjà passé sur off. Il aurait pu le passer manuellement sur on, mais il n'y a pas pensé, il n'y a pas réfléchi. C'est quelque chose qui n'avait pas frappé. Ni lui, ni le copilote, ni le commandant, ni le mécanicien. Personne n'y a pensé. Ça n'a effleuré personne. Donc, une fois que le réacteur numéro 4, ils ont annulé la séquence de démarrage, il n'y avait plus de pression sur le circuit permettant le freinage. Il lâche le frein à main, l'avion commence à rouler. Au début, le pilote freine et ça répond, et c'est normal que ça réponde. Pourquoi? Parce que, comme dans toutes les machines hydrauliques, il y a ce qu'on appelle des accumulateurs. Ce sont des grosses bonbonnes divisées en deux par une sorte de joint super épais. Quand il y a une pression hydraulique qui arrive, elle va pousser le joint contre la partie vide de la bonbonne. Et dès qu'il n'y a plus de pompe qui pousse, eh ben ce joint va revenir en arrière et repousser l'huile dans le circuit. Donc il va donner de la pression hydraulique, mais attention, c'est super temporaire. Des essais ont été faits par Boeing. Ils ont réalisé que s'il démarre avec une pression hydraulique de 3000 PSI et que l'avion roule, ils peuvent l'arrêter, mais en une application nette. Ça signifie, si le pilote n'avait pas travaillé doucement sur les freins, s'il avait laissé l'avion partir, et qu'il avait freiné net et assez sèchement et brutalement, en un seul coup, la pression serait tombée de 2000 PSI, de 3000 à 1000 PSI. Donc la pression aurait fait clac, chuter tout de suite. À ce moment-là, il aurait pu mettre le frein à main et enfermer la pression là-dedans. Après, les cales auraient été mis et tout ça. Mais, comme il ne savait pas cela, ça a été découvert par la suite, il a freiné gentiment pour essayer, et c'est normal, on ne s'attend pas de lui à autre chose. Il a freiné en douceur et progressivement. Mais la réalité, c'est que, voilà, c'est que à cause de son freinage progressif, il a vidé progressivement le circuit hydraulique. Alors à chaque fois qu'il donnait un coup, il perdait 500, 600 PSI à chaque fois. Et en 3 à 4 coups, au moment où il a vraiment besoin de freiner, il n'y a plus de pression. D'accord? Et donc, voilà. L'avion a été réparé, il ne vola plus pour Iberia. On le voit après, quand on le cherche en ligne, on le voit sous des couleurs israéliennes, on le voit sous des couleurs d'Islanders, mais il ne vola plus pour la compagnie nationale espagnole. En tout cas, voilà mes amis, c'était juste un cas montrant des fois la complexité des systèmes des avions, mais montrant aussi comment les retards, comment le stress peut être communicatif, et puis après tout le monde, hein, tous les gens sont en dessous de leur niveau habituel de compétence. Et voilà, et on finit par un incident. En tout cas, c'était un happy end parce que personne n'a été gravement blessé ou tué ou autre. Merci mes amis, et puis on se voit dans une autre vidéo.